ouvrir, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous proposez? Allô, vous Ça m'entendez? dépend de tout. Oui, oui, on t'entend très bien. D'accord. Ça Ok. dépend de tout. Ok, je pense que je vais laisser fermer pour l'instant. Ok. Pour me présenter, je suis Marie-Lucienne Nguesson. Je suis ivoirienne et je suis titulaire d'un diplôme en informatique et développement d'applications. Je suis également certifiée de l'Orange Digital Academy. Et par ailleurs, j'ai été élue Miss 2.0 2020. Notons que Miss 2.0 est un concours qui vise à élire l'ambassadrice nationale du leadership dans le digital en Côte d'Ivoire. J'ai été élue pour la première édition et à l'issue de mon élection, j'ai eu à proposer un projet sur lequel je travaille qui vise à former des jeunes femmes au domaine des technologies afin de leur permettre de pouvoir s'impliquer davantage dans ce domaine-là et aussi lutter contre l'inégalité de genre existant dans ce domaine. Donc, je suis la fondatrice du Centre Marée de Lumière qui initie ces formations-là et principalement, je suis chef projet du Digital au Féminin Tour, qui est l'un des projets que j'ai initié à partir de mon centre, le Centre Marée de Lumière. Également, je suis alumni du YALI Sénégal pour le programme Civic Leadership et je suis informaticienne freelance pour des entreprises, des particuliers, consultante formatrice également. Donc voilà, je pense que je me suis présentée un peu brièvement. Merci. Merci beaucoup, Marie-Lucienne. Un profil typique de leadership de femmes dans les technologies. Et nous allons entendre Marie-Lucienne, excusez-moi, Marie-Emmanuelle Yoman. Merci. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci également pour votre invitation à intervenir sur cet atelier. Je me présente Yoman Patricia Marie-Emmanuelle. J'ai donc succédé à Marie-Lucienne au poste de Miss 2.0, donc ambassadrice du leadership en 2021. Je suis actuellement en fin d'études de Bachelor en Business Studies. Également, précédemment, j'étais étudiante en sciences politiques et relations internationales. Aujourd'hui, je suis entrepreneur social dans le domaine de la santé mentale et de l'accès à l'éducation à travers mon projet AJA, qui vise à attiser le leadership des jeunes, surtout des jeunes filles, et à se pencher sur les questions de troubles de la personnalité et émotionnelle afin de les aider à les surmonter et à avancer dans la vie. Je suis également alumni SOUCI, donc SOUCI Women in Leadership de la cohorte 2022, qui est un programme du gouvernement et du département d'État américain qui forme les jeunes femmes au leadership. Je suis également traductrice à mes heures perdues, donc freelance, pour des entreprises et des particuliers. Merci beaucoup. Ange, ton micro est désactivé, je crois, on ne t'entend pas. Ah, excusez-moi. Merci beaucoup à Marie-Emmanuelle pour ce beau profil. Et aujourd'hui, l'on parle de leadership des femmes dans les technologies. C'est le thème de notre atelier. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par leadership des femmes dans les TIC? Peut-être Marie-Lucienne voudrait... Ok, alors je vais commencer. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par leadership féminin dans les TIC. Déjà, quand on parle de la définition du leadership, on dirait que c'est une personne qui est capable de pouvoir guider d'autres personnes. Donc, un leader, c'est une personne qui a la capacité de guider d'autres personnes, qui a la capacité d'impacter d'autres personnes à travers ses actions. Donc, le leadership féminin dans le domaine des types, moi, je vois cela comme des femmes qui feront preuve, ou du moins qui font preuve de leadership dans le domaine des TIC. On sait que depuis plusieurs années, voire des décennies, on nous a longtemps dire que le domaine des TIC est
est réservé aux hommes, ce n'est pas un domaine qui est fait pour les femmes, et beaucoup de stéréotypes de ce type-là qui font que beaucoup de femmes hésitent à se lancer dans le domaine. Donc, pour faire simple, je dirais que une femme leader dans le domaine des TIC, c'est une femme qui a réussi à se démarquer, qui a réussi à montrer au monde entier qu'en tant que femme, elle réussit à exceller dans ce domaine-là, elle réussit à faire preuve de leadership dans le domaine des TIC, elle réussit à se démarquer parmi tant d'hommes et parmi aussi des femmes également qui sont dans ce domaine. Donc voilà ce que moi je peux dire sur cette question. D'accord, donc on retient que une femme leader dans les technologies, c'est une femme qui arrive à se démarquer. Est-ce que elle a quelque chose à nous dire concernant ce thème? Alors, je le vois sur 3 dimensions pour ma part. Donc, la première est celle que Marie-Lucienne a bien énumérée, pouvoir se démarquer en prenant à bras le corps et en s'investissant dans des secteurs qui communément sont dits dirigés ou dominés par des hommes. Et la deuxième dimension, c'est l'utilisation qu'on en fait. Je pense qu'en tant que femme, peu importe notre domaine professionnel ou notre direction entrepreneuriale, aujourd'hui, pouvoir maîtriser les TIC et les utiliser à son avantage est un atout. Le branding personnel, on en parle beaucoup, le branding d'entreprise encore plus. Mais aujourd'hui, maîtriser ces outils, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit des logiciels, des programmes, pour pouvoir se mettre en avant ses causes, mettre en avant son travail et son ingéniosité, c'est très important. Je pense que de plus en plus, on voit des femmes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, s'investir dans ces domaines-là et exceller, voire même plus que les hommes parfois dans certaines entreprises. Et c'est ce que j'entends. Donc ces femmes-là s'inspirent, même les mamans de leur quotidien, arrivent à produire des contenus, arrivent à apprendre à coder, arrivent à briser en fait ces barrières intellectuelles qu'on leur a prêtées et faire des merveilles avec, ouvrir leur propre start-up, leur propre entreprise. Donc pour moi, c'est surtout, donc je vais revenir sur l'aspect psychologique des choses, psychologiquement se libérer de cette croyance que moi, en tant que femme, il y a un corps de métier auquel je suis cantonnée, alors que c'est faux. Merci beaucoup. On comprend aussi que le leadership des femmes dans les technologies se définit par le fait qu'elles se sentent libres d'exceller dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Marine Lucienne a mentionné le fait que on parle de technologie. Quand on parle de technologie, on fait allusion aux hommes, on fait allusion à c'est pas un travail pour les femmes et tout. Est-ce que vous avez de difficultés dans votre parcours? Est-ce que vous avez rencontré ce genre de préjugés, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, au travail ou bien avec les inconnus? Est-ce qu'il est arrivé des situations qui vous ont mis mal à l'aise? Mais je me souviens que quand j'étais dans une grande école pour les études en informatique, développement d'applications, il y avait beaucoup d'hommes et peu de femmes. Donc, sur une trentaine d'élèves, il y avait une vingtaine et moins de 10 filles dans la salle. Et je me souviens qu'après notre première compo, les notes n'ont pas été fameuses. Mais après cela, on a réussi à se rattraper. Ceux qui étaient passionnés ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir exceller. Et il s'est trouvé que j'ai fini la meilleure de ma promo pendant les années que j'ai fait dans cet établissement. Et j'ai entendu certains professeurs dire, mais vous les hommes, vous n'avez pas honte que ce sont les filles qui vous dépassent, parce qu'au-delà de moi-même, je pense que moi j'étais la première, mais les deux autres qui me suivaient étaient des femmes aussi. Donc les profs le disaient peut-être en rigolant, mais c'est aussi ça des stéréotypes en fait, parce que pour eux, c'est pas normal qu'une femme excelle plus que des hommes dans le domaine des TIC. Mais de mon côté, j'ai réussi à montrer le contraire, en tout cas pendant que j'étais dans cet établissement, et je n'ai pas laissé ces stéréotypes-là me freiner. Et au-delà de cela, au niveau de la famille, je n'ai pas eu de problème à ce niveau. C'est vrai que le fait d'être toujours plongé dans du moins la plupart du temps et parfois tardivement fait que parfois maman peut se plaindre pour dire mais repose-toi et tout. Mais au-delà de cela, ils savent que je suis passionnée de la chose et je le leur ai démontré très, très tôt
Donc, personne ne me freine dans mon implication dans ce domaine-là. Eh bien, c'est Merci super. beaucoup. De mon côté, je dirais que je n'ai pas réellement été confrontée à ces remarques-là dans ce domaine, mais plus sur la partie entrepreneuriale due au fait que je sois jeune. Et ça ne venait pas forcément de ma famille, parce que dans ma famille, c'est majoritairement un clan de femmes, je dirais, qui ont toutes excellé dans leur domaine et qui, justement, quand elles me voient, elles ont compris que j'étais dans ma ligne, que j'étais vraiment intéressée par l'entrepreneuriat, par ce genre de choses. Elles me voient, elles m'encouragent et parfois même me donnent des conseils. Pareil, dans mon cercle proche, j'ai toujours eu des amis qui m'ont dit utilise plus tes réseaux, apprends tel logiciel. Tu vois que en apprenant par toi-même, il y a beaucoup de choses qui te seront faciles au quotidien, même dans tes projets. Et ce n'est pas faux. Au fur et à mesure, j'ai moi-même appris à me faire la main sur certains logiciels, sur certaines fonctionnalités, et j'apprends encore. Mais quand tu es jeune et que tu entreprends, surtout en Afrique, et que tu es une jeune femme surtout, il y a beaucoup de choses auxquelles tu seras sujette. Donc, les gens vont douter de toi, les gens vont remettre ta parole en question, ton âge en question, tes performances donc dues à ton âge, et ce que eux, dans leurs propres croyances limitantes, pensent que tu es à même d'accomplir à tel âge ou à tel stade de ta vie. Donc, ce serait plutôt dans ce sens-là. Mais j'ai envie de dire que en tant que femme ou en tant qu'individu, en général, peu importe le domaine dans lequel tu te lances, surtout si ce n'est pas ton domaine de prédilection, les gens vont vouloir te tester, les gens vont vouloir te juger et vraiment savoir ce que tu vaux. Je pense qu'on n'a rien d'autre à prouver de plus qu'à soi-même, mais il s'agit d'un challenge et j'invite les jeunes femmes et surtout celles présentes dans la discussion, peu importe leur domaine d'activité, de ne pas avoir peur des challenges et de ne pas forcément les prendre comme une offense personnelle. Parce que finalement, ces challenges-là te poussent à apprendre, à te déplacer et à te perfectionner. Si tu sais que tu n'es pas doué dans un domaine, peut-être qu'il faut encore plus chercher qu'est-ce qui te correspond, mais est-ce que c'est vraiment ça la solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à aller chercher, à apprendre, à parfaire dans ce domaine-là? Donc les gens peuvent te remettre en question, mais la meilleure remise en question, c'est celle que l'on fait de soi-même. Donc, il ne faut pas douter non plus de ses capacités, mais il faut être honnête envers soi pour savoir, OK, voilà mes atouts, voilà mes faiblesses, et voilà ce que les gens disent de moi aujourd'hui. Donc, comment je m'en sers pour moi-même avancer et pour peut-être être une inspiration pour celles qui veulent se lancer dans ce que je fais plus tard. Merci beaucoup, Marie-Emmanuelle. Moi, je voudrais savoir, en tant que femme, euh, on parle de femmes dans les technologies. Comment je peux être sûre que je suis faite pour les technologies? Je suis faite pour travailler dans le domaine du numérique, que ce soit généralement technique, parce que ça fait peur. Comment je peux être sûre que je suis faite pour ça? À s'impliquer dans ce domaine-là. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, en naissant, ont une facilité avec les outils technologiques. Donc, ces personnes-là, naturellement, peuvent toucher aux outils techniques, peuvent programmer et le faire naturellement, simplement. Mais au-delà de cela, il y a aussi des formations qu'on peut faire. Mais il faut dire que, comme tu l'as dit, c'est compliqué. Bon, j'aime pas trop dire que c'est compliqué parce que ça aussi, ça bloque souvent des personnes qui veulent se lancer dans le domaine. Mais vu que c'est ce qu'on dit, mais en même temps, je me dis que pour pouvoir exceller dans ce domaine-là, il faut avoir quand même une petite passion, de l'amour. Au vu de ce qu'on dit, au vu de certaines difficultés qu'on peut rencontrer dans ce domaine-là, au vu du temps qu'il faut y consacrer, s'il n'y a pas de la passion ou bien le minimum d'amour, il serait difficile pour une personne, surtout pour une femme, de pouvoir s'impliquer à 100% dans ce domaine-là. Donc, pour moi, la règle, c'est d'être passionné, mais il n'y a pas des personnes qui sont prédisposées à 100% où on dirait, bon, toi, tu es fait pour faire la programmation et toi, tu n'es pas fait pour cela. Non, je pense qu'avec la formation, on peut tous y arriver si on y met de la volonté et si réellement on aime la chose. Après aussi, on n'est pas forcément tout amené à faire de la technique dans le domaine de l'informatique. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, toutes les femmes peuvent se servir du numérique d'une manière ou d'une autre. En fait, ce qu'elles peuvent y faire, le profit qu'elles peuvent en tirer, et puis s'il y a lieu de se former, qu'elles puissent se former pour le faire.
Donc, c'est ce que moi, je peux dire sur la question pour l'instant. Merci beaucoup, Marie-Lucienne. Est-ce que Marie-Emmanuelle a quelque chose à ajouter? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend maintenant. D'accord, très bien. Donc, je dirais que le monde du numérique est vaste et forcément, il y aura toujours plusieurs métiers, plusieurs branches, plusieurs choses qui vont attirer. Je rappelle que mon éveil s'est fait à travers bon, les réseaux sociaux au départ, mais après, mes projets personnels m'ont poussé vers les stratégies numériques, vers le marketing. J'en ai étudié, j'ai fait des stages aussi dans ce sens-là et c'est là que j'ai su que j'aimais ça. Mais je dirais que la clé, c'est la curiosité. Pareil pour quelqu'un qui dit « Ah, je n'aime pas les maths, c'est pas pour moi, je n'ai pas les capacités pour ». Le truc, c'est que ça peut être vrai, mais en même temps, tout le temps qu'on se focalise sur le fait de dire « Je ne peux pas, j'ai cette barrière-là, je suis peut-être plus douée dans un autre domaine », c'est sans doute vrai, mais pendant le même temps qu'on le dit, on n'essaie pas de pousser si vraiment on n'est pas doué pour ça. Pareil, lorsque j'ai commencé à faire de l'accounting, pour moi, dans ma tête, j'étais déjà persuadée que les maths et moi, ça ne fonctionnera jamais. Mais parce que j'avais eu de mauvaises expériences liées à cette matière, liées à ces connaissances-là. Donc, je n'ai pas trouvé la nécessité de pousser. Mais quand je l'ai fait, j'ai vu qu'en fait, non, je peux. Et dans un certain sens, ça m'intéresse. Donc, je pense que dans la vie, il faut être un peu touche à tout. Parce que surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la polyvalence est quelque chose de très important. Donc, je ne force personne à être polyvalent en tout, mais en tant qu'être humain, nous sommes multiples. Il y a énormément de choses et de ressources que nous possédons, que nous pouvons faire. Et si on n'essaie pas, eh bien, c'est la réalité, on ne saura jamais vraiment. Et c'est pareil pour le numérique. Il y a certains qui seront plus à l'aise en programmation, certains qui seront plus à l'aise en montage, en photographie, quelqu'un qui peut-être sera plus à l'aise derrière la caméra, à présenter des émissions, à faire du coding, peu importe la cause pour laquelle il le fait, si c'est pour une entreprise, une chaîne de télé et autres. Donc, c'est un domaine qui est très vaste. Et j'incite vraiment tout le monde à toucher un peu à tout et à être curieux. Merci beaucoup. Durant votre intervention, j'ai pensé, surtout en Afrique, on pense que quand tu ne fais pas quand tu fais la littérature, quand tu ne fais pas les sciences, tu ne peux pas entamer le métier du numérique. Et est-ce que vous avez un mot à dire dans ce sens, Marie-Emmanuelle, puisque vous avez fait le marketing, ainsi de suite. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, un mot, pour ce genre de personnes qui pensent que quand tu fais la littérature, tu ne peux pas faire les technologies, l'informatique? Vous m'entendez? D'accord. Donc, ce que j'aurais à dire en premier lieu, c'est qu'il faut arrêter de se mettre dans des cases. Parce que lorsqu'on se met dans des cases, on se restreint. La génération de nos parents, ça a été une génération qui était très axée sur, je ne vais pas dire la rigidité, mais par exemple, si dans la famille, il y a eu des comptables, l'enfant sera sans doute comptable, ou s'il y a eu des pharmaciens, l'enfant sera sans doute pharmacien, avocat, ainsi de suite. Des métiers qui existent toujours et qui, comme les métiers du numérique, évoluent en fonction du monde, en fonction de l'évolution du monde. Mais on n'est plus à cette époque où si quelqu'un a décidé que toi, tu es fait pour faire tel métier, c'est que tu vas le faire que ce métier-là tout au long de ta vie. On n'est pas dans un système qui permette encore à 100%, surtout en Côte d'Ivoire, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, aux enfants de développer et d'identifier toutes leurs capacités. Dans ce cadre-là, je me dis encore une fois, il faut être curieux. Tu n'es pas destiné à une seule chose, et même si tu es destiné à une chose, il y a une manière unique dont toi, tu peux la faire, que peut-être une autre personne ne fera pas de la même manière. Il faut toucher à tout et il faut sortir de ce mur de verre-là de dire, parce que moi, j'ai fait sciences politiques, je ne serai pas douée en marketing. Parfois même, ce sont des domaines qui vont de pair. Parce que moi, je suis douée en biochimie, je ne serai pas forcément douée
en écriture. C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais en te mettant la barrière, ça fait que l'un dans l'autre, tu n'essaieras jamais de voir qu'est-ce que tu vaux. Au moins, si tu veux voir ce que tu vaux, tu vas pouvoir toi-même statuer sur, OK, voilà ce qui n'est pas pour moi, voilà ce qui est pour moi. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se restreindre et c'est le conseil que je donnerais aux personnes qui ont des doutes. Parce qu'au-delà du doute, il faut agir. Merci beaucoup, je suis entièrement d'accord. Je voudrais parler de l'histoire d'un ami qui a fait un bac littéraire et lorsque il allait à l'université, il a voulu faire l'informatique et on lui a dit qu'il n'a pas un bac scientifique, donc il ne peut pas s'inscrire en informatique. Il a dû faire un bac scientifique là-bas pour pouvoir faire l'informatique. Et maintenant, il exerce dans la cybersécurité, il excelle dans son domaine, il a même une start-up dans ce sens. Pour vous dire que il n'y a pas de blocage à se faire, tout dépend de nous. Quand tu veux, tu te donnes les moyens d'exceller. Dans votre intervention, vous avez parlé de déclic. J'aimerais en savoir davantage. Est-ce que le fait d'exercer dans les métiers du numérique, c'est depuis le jeune âge? Comment le déclic s'est fait? Qu'est-ce qui a provoqué? Je suis curieux de savoir davantage pour Marie-Emmanuelle et Marie-Lucienne. Merci. Merci pour la question. Avant de répondre à cette question, je veux juste rebondir sur la précédente. Et je pense que vous, et Marie a très bien répondu et toi également avec l'apport que tu as fait. Et moi, je connais pas mal de personnes qui excellent aujourd'hui dans le domaine du numérique alors qu'elles n'ont pas fait forcément une série scientifique. Donc, je pense que au-delà, en plus de tous les stéréotypes qu'on entend un peu partout, le système éducatif même de notre pays, particulièrement la Côte d'Ivoire, je pense que limite aussi souvent les personnes dans ce sens-là, dans la mesure où, dans le même cas que ton ami, plusieurs personnes finissent des séries littéraire et on ressent l'envie, on va dire, on le déclic en fait pour aller faire l'informatique, mais à cause de la série que ces personnes ont faite au lycée, elles sont limitées dans leur orientation. Donc, je pense que ce sont des choses à revoir également pour dès les premiers niveaux, au niveau du collège, au lycée, voir comment aider ces jeunes-là à s'orienter, à faire les bons choix de carrière, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, tout est en train d'être numérisé pas les moyens de s'orienter très jeune, on risque d'avoir beaucoup de personnes désorientées à un moment donné. Donc, c'était mon apport par rapport à cette question. Et pour répondre à l'autre question, d'où est venu le déclic me concernant, moi, je dirais que c'est un amour qui est né très tôt. Je ne m'en suis pas assez vite rendu compte, mais après, plusieurs années après, j'essaie de revenir en arrière et j'ai constaté que c'est très jeune que j'ai pu avoir ce déclic-là. Parce que déjà en classe de CM2, je prenais des initiatives de moi-même. J'avais la chance d'avoir un ordinateur bureautique à la maison. Donc, je m'entraînais à saisir tout et n'importe quoi sur Word. Et c'est parti comme ça. Et après, je maîtrisais aussi la plupart des syntaxes de toutes les téléphonies mobiles de la Côte d'Ivoire. Et je connaissais aussi les paramètres, comment paramétrer un téléphone pour permettre au téléphone d'accéder à Internet. Donc, les aînés autour de moi venaient tout le temps vers moi pour me demander de le faire, alors que j'étais la plus jeune dans mon entourage. Et de fil en aiguille, je dirais que cela a développé davantage ma passion. Donc, quand après le bac, j'ai entendu dire que le domaine des technologies est très important, mais en même temps, j'entendais de côté dire qu'il n'y a pas assez de femmes là-bas, on dit que c'est réservé aux hommes. C'est ce qui m'a poussé davantage à aller faire la formation en informatique, développement d'applications. Donc, pour résumer, très jeune, j'avais un amour pour les outils technologiques que je ne savais pas où ça allait m'emmener. Je n'avais jamais entendu parler d'informatique, de développement d'applications, mais d'année en année, j'ai pu voir que c'est ce que je voulais faire. Et après le bac, j'ai pu m'y lancer malgré tout ce que j'entendais dire autour de moi. D'accord. Pour ma part, je dirais que cet amour-là, il est né progressivement et l'utilité du numérique a grandi, on va dire. Parce que pour moi, c'est avant tout, j'étais quelqu'un, j'ai toujours eu plein
plein d'idées, je voulais les mettre en place. J'ai commencé à faire des commerces et à faire de la vente assez tôt dans ma jeunesse. Et au fur et à mesure qu'il y a eu l'émergence des réseaux sociaux, j'ai commencé avec ma présence en ligne et j'ai vu comment ils ont évolué et comment on pouvait s'en servir pour avoir de la visibilité, pour avoir un réseau. Donc pour moi, c'est vraiment parti de là. Et par la suite, quand j'ai commencé à faire des stages, notamment dans le domaine culturel ici, on me demandait souvent, vu que je m'étais faite la main dans ce domaine-là, de pondre des stratégies marketing, des stratégies de communication. Et c'est vraiment, lorsque tu fais quelque chose que tu aimes et qu'on te demande de bâtir une identité visuelle, que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour une marque que tu affectionnes, je ne vois plus ça comme une corvée. Au contraire, je prends plaisir à le faire parce que je vois le résultat et participer au processus de A à Z, c'est vraiment gratifiant et tu apprends beaucoup. Donc, ayant tourné autour de gens qui travaillaient dans ce domaine-là pendant un moment, même que ce soit des amis photographes ou ce côté créatif-là et comment ils utilisent ces outils-là pour le mettre en place, ça m'a toujours émerveillée. Ça m'a toujours émerveillée. Et même étant à l'école, que ce soit les cours d'informatique et autres, j'aimais bien, mais j'ai besoin de voir l'utilité derrière ce que j'apprends. Et à mon sens, ils étaient très basiques et on ne te montrait pas réellement à l'époque qu'est-ce que tu peux faire. Donc, quand il y a eu la fracture numérique véritable et qu'on a commencé à voir tous ces domaines, toutes ces fonctionnalités, et même par rapport à se faire du profit. Aujourd'hui, il y a très peu de jeunes en Côte d'Ivoire qui ont accès ou qui s'intéressent vraiment à comment faire ou utiliser les réseaux sociaux autrement que pour se divertir et faire du profit par derrière, que ce soit avec du trading ou autre, comprendre même les mécanismes de ce nouveau monde-là. Alors que pour moi, aujourd'hui, ça a du sens. Ça a du sens, ça a de la plus-value par rapport ou contrairement aux cours d'informatique basiques que j'avais, même s'ils sont utiles, savoir utiliser Excel, savoir utiliser tel ou tel logiciel. Mais aujourd'hui, je vois quelle est l'application dans le monde réel et ça m'aide à être plus en accord avec ce que je vois. Donc, voilà. Merci beaucoup. Vous avez parlé de fracture numérique. Est-ce que c'est un thème un peu... Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qu'on doit comprendre par fracture numérique? Quand j'utilise le terme fracture numérique, c'est pour parler du passage d'une ère à une nouvelle. Par exemple, dans les années, si on veut dire, un moment, on a eu le téléphone. À un moment de notre histoire, on a eu le téléphone. Le téléphone sans fil n'existait pas encore. Ensuite, on a eu les premiers appareils de photographie qui ne sont pas les mêmes que ceux que l'on peut trouver aujourd'hui. Après ça, on a eu l'ordinateur, l'émergence d'Internet, mais ce n'est qu'après quelques années, donc je dirais autour des années 2007-2010, qu'on a vraiment commencé à avoir l'émergence de toutes ces applications qu'on a et de toutes ces fonctionnalités sur le web qu'on peut retrouver, tous ces sites Internet qu'on a. C'est tout un monde de possibilités qui s'est ouvert. Le monde tel les gens le connaissaient dans les années 2000 et même avant n'est plus le même que dans lequel on évolue aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit qu'au niveau des générations, certaines sont plus à l'aise à manipuler ces nouvelles technologies que d'autres qui n'ont pas vraiment grandi avec ou évolué avec. Aujourd'hui, je pense que si j'offre une tablette à ma petite cousine de 7-8 ans, elle va en faire une utilisation qui sera autre. Même moi, étant née en 98, je n'utilise pas mes réseaux de la même manière qu'un Gen Z va les utiliser. Si nous sommes à peu près proches en termes d'intégration et d'introduction à ces outils numériques-là, c'est pas les mêmes cibles, c'est pas les mêmes utilisations nécessairement. Donc, depuis que nous sommes dans cette ère numérique qui n'arrête pas d'évoluer, de changer, c'est de ça que je parle. En fait, le monde n'est plus le même, l'utilisation n'est plus la même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tous ces métiers-là qui n'existaient pas avant, qui se créent et qui vont continuer de se créer à l'avenir. D'accord, merci beaucoup.
le numérique est de plus en plus accessible aujourd'hui. Et en tant que femme, qu'est-ce qui pourrait être un frein à l'accès du numérique pour les femmes? On pourrait relever cela à différents niveaux. Avant même de parler des autres, je parlerai de la femme elle-même. La femme elle-même peut être un frein à son évolution dans le domaine des technologies. Elle peut être un frein si elle accepte tout ce qu'on dit autour d'elle, si elle se laisse limiter par les conceptions des autres, par la manière de voir les choses des autres concernant la place de la femme dans le domaine éthique, elle pourrait se laisser limiter par cela. Également, si elle ne se donne pas le temps de se former comme il se doit pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là, elle va encore plus donner raison à ces personnes qui pensent que les femmes ne peuvent pas exceller dans le domaine des technologies autant que les hommes. Donc, la femme elle-même peut être une barrière si elle laisse les pensées limitantes des autres la freiner, si elle ne se forme pas comme il se doit, et puis si elle ne fait pas le pas, elle ne prend pas la décision de s'impliquer dans ce domaine-là, elle constitue un frein pour elle-même. À côté d'elle, il y a notre société en général. Pour nous qui sommes en Afrique, en Côte d'Ivoire, déjà même l'éducation de la femme a été longtemps banalisée, pas seulement l'éducation numérique, mais on sait tous qu'aujourd'hui, dans certaines de nos communautés un peu reculées, l'accès de l'éducation à la jeune fille est encore banalisé au profit de l'éducation des hommes. On préfère que la jeune fille reste auprès de maman pour l'aider à la cuisine plutôt que de la laisser aller à l'école comme ses autres amis. Donc, cela est un frein parce que déjà l'éducation de base de la fille est banalisée. Et en plus, avec l'évolution des choses, les femmes aussi sont celles qui parfois arrêtent vite les études pour soit aller se marier, soit par obligation ou par volonté, ça arrive. Et ça sont des choses qui peuvent arriver. Donc, notre société, la société dans laquelle nous vivons, peut être aussi un frein à l'épanouissement, à l'évolution de la femme dans le domaine des technologies. Il y a aussi les stéréotypes. On en a maintes fois parlé. Les stéréotypes sont vraiment l'une des raisons qui freinent énormément la gente féminine. Je vous assure que si vous ne faites pas preuve de caractère, si vous voulez laisser tout ce qu'on dit autour de vous, le fait que les femmes qui sont tout le temps derrière l'ordinateur ne peuvent pas avoir un mari, elles ne peuvent pas s'occuper d'une maison, elles ne peuvent pas faire ça. Si vous ne faites pas preuve de caractère, vous allez laisser cela vous freiner et vous n'allez pas aller au-delà de vos limites pour pouvoir essayer dans le domaine des technologies. Et enfin, euh, en Afrique également, il y a ce problème-là d'accessibilité à l'outil numérique en elle-même et aussi la facilité à l'accès Internet. Aujourd'hui, c'est vrai que pour nous qui sommes dans la capitale économique, à Abidjan ou dans les villes les plus proches, on a cette facilité-là d'avoir Internet. Mais quand on va à quelques kilomètres de la capitale, c'est encore compliqué. Moi, j'ai pu expérimenter cela grâce à ma tournée de formation, le digital féminin tour. Plus on sort d'Abidjan et qu'on va dans des villes comme Daloa, San Pedro, on voit à quel point la fracture numérique est grande dans ces villes-là. Pourtant, c'est la même Côte d'Ivoire, mais tu as l'impression que tu es parti d'un pays à un autre parce que la connexion Internet est difficilement accessible. Il y a des jeunes filles qui n'ont même pas de smartphone, donc elles n'arrivent pas à pouvoir utiliser même un smartphone correctement. Et réellement, ça aussi, c'est un frein. Donc, c'est l'occasion en même temps d'appeler, d'inviter toutes ces personnes qui peuvent contribuer à aider ces jeunes en général et cette jeune féminine en particulier à pouvoir accéder à des outils numériques de qualité et aussi à la connexion Internet de qualité pour qu'elles puissent approfondir leurs connaissances. Il y a la volonté qui est là. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui lésinent encore sur la question de s'impliquer dans les technologies, mais il y a quand même une volonté qui est là. Et cette volonté-là, j'ai pu le constater quand je suis allée dans certaines villes où des filles qui n'avaient jamais bénéficié de formation en numérique ont montré vraiment de l'intérêt pour les formations qu'on leur a données. Elles ont cette volonté-là, mais toutes les conditions ne sont pas toujours réunies pour leur permettre de pouvoir profiter
pouvoir profiter du numérique aujourd'hui. J'ai à dire sur la question. D'accord. Pour ma part, je dirais que c'est tout un environnement, c'est tout un écosystème qui défavorise l'insertion des femmes dans le numérique aujourd'hui, en Côte d'Ivoire surtout. Parce que du coup, on a le gouvernement, le rôle du gouvernement d'un côté, cette habitude aussi qu'on a de toujours tout centrer sur Abidjan. Voilà, et aujourd'hui, beaucoup de personnes pourront en témoigner, la vie devient de plus en plus chère à Abidjan. Les gens ne sont plus, c'est plus comme avant où à la première occasion, il y a un membre de la famille en ville qui sera prêt à accueillir les enfants qui viennent du village ou autre. Supporter toute une famille, ça devient compliqué en plus de la sienne. Donc, on a un peu ces écarts-là qui se creusent et qui favorisent même la déscolarisation parfois de certains jeunes, surtout des jeunes filles. En tant que société aussi, nous n'avons pas encore intégré le fait que la femme, dans l'ère moderne, a plusieurs manières de contribuer à son développement, au développement de sa société et de sa communauté, et que c'est pour, au final, le bien de toute une communauté qu'on a tout intérêt à ce que la femme soit autonome, intégrée numériquement et indépendante, libre de ses choix. Il y a des personnes qui en recours tout de suite, quand on parle de genre, de libération de la femme, d'insertion de la femme dans tel ou tel domaine, aux féministes pour dire que ce ne sont pas des valeurs réalistes et que la place de la femme, et même on en rigole en Côte d'Ivoire, que la place de la femme est à la cuisine et ainsi de suite. Qu'il faut toujours mieux vaut compter sur un homme pour se débrouiller, ainsi de suite. Je pense que chacun est libre de ses choix, mais qu'en tant que société, il faut faire un effort collectif pour faciliter cette émancipation-là de la femme et son intégration dans plusieurs domaines socio-professionnels, notamment le numérique. Parce que demain, lorsque le mari ne peut plus travailler, lorsqu'il ne peut plus subvenir aux besoins ou lorsqu'il abandonne son foyer, c'est la femme qui se retrouve avec ses enfants. Lorsque un jour on a un parent qui décède, que ce soit la mère, le père ou autre, chaque enfant se retrouve, qu'il soit garçon ou fille, livré d'une certaine manière à lui-même. Donc pour moi, le fait de pouvoir se débrouiller seul, d'être maître de ses finances, d'être maître de la direction professionnelle qu'on prend, c'est primordial en tant qu'être humain aujourd'hui. Dans certaines villes de l'intérieur où, pour rebondir sur ce que Marie-Lucienne a dit, j'ai eu l'occasion d'aller, j'ai vu qu'effectivement, à force de s'être trop concentré sur le développement d'Abidjan, et même ici à Abidjan, on n'en a pas fini avec le système éducatif, il y a encore beaucoup de faiblesses, mais il y a un plus grand accès au numérique que dans certaines villes. Ne serait-ce que pour Internet, ne serait-ce même que pour l'électricité. Donc, vu que le monde dans lequel on est avance rapidement, notre système à nous est un peu considéré comme étant inadéquat, étant pas au maximum de ses capacités et favorisant limite l'échec, pas l'intégration dans ce monde hyper connecté qui va très vite. Donc, je pense qu'en parlant de ça, c'est un effort vraiment collectif qu'on doit faire, autant au niveau des croyances, des stéréotypes, de la culture, de la mentalité même, je dirais. Et ensuite, se pencher vraiment sur l'éducation. C'est l'éducation, pour moi, qui peut résoudre ce problème-là par rapport au TIC. Car aujourd'hui, pour avoir l'attention des gens, c'est compliqué. Si dès le lycée ou le collège, il n'y a pas eu cette intégration, cette graine tournée vers le numérique, ça risque d'être compliqué par la suite de se rattraper. Les gens qui s'y mettent vraiment, peu importe leur âge, peuvent rattraper cet écart. Mais lorsque ce n'est pas institutionnalisé, au niveau du pays, à l'échelle nationale, ça rend les choses un peu plus compliquées. Aujourd'hui, on parle de ferme numérique, on parle d'agriculture numérique, on parle de beaucoup de choses, de beaucoup de domaines qui existent, mais qui aujourd'hui font une transition vers le numérique pour le développement, pour l'amélioration. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, très peu peuvent vraiment parler de ce transfert-là, parce que ce n'est pas une grande partie de la population et de la jeunesse qui est formée. Donc, je pense qu'il faut faire cette transition-là de l'ancien temps à cette nouvelle période et équiper la jeunesse pour équiper les écoles et tout simplement le système éducatif. Merci beaucoup, Marie-Emmanuelle. Je voudrais ajouter aussi que
il y a Jay Shetty qui disait, tu ne peux pas être ce que tu n'as pas vu. C'est aussi bien de voir, de rencontrer à travers vos caravanes ces dames qui excellent dans le numérique. Ne pas avoir de femmes dans le numérique, c'est en quelque sorte un frein. Ne pas rencontrer de dames qui excellent, c'est un frein. On se dit que voilà, il n'y a pas de femme qui fait tel métier, donc moi, je ne vais pas m'orienter dans ce sens ou je ne vais pas m'intéresser à ça. Déjà, concernant l'éducation, je suis d'accord avec votre point de vue. J'ai eu à travailler sur le projet d'éducation numérique en Côte d'Ivoire. Et même dans certains établissements, il n'y a pas l'électricité. Ça devient un peu compliqué. Euh, je voudrais euh, parler du programme Miss 2.0. Est-ce que vous pourriez nous dire davantage le programme Miss 2.0 et comment vous arrivez à impacter ces femmes qu'on veut voir dans le numérique, ces femmes qu'on veut voir embrasser le numérique, ne pas avoir peur et avoir des rôles modèles comme vous. Comment vous arrivez à impacter ces jeunes filles et ces femmes? Marie-Lucienne, tu veux répondre? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Donc, je disais, Emmanuela, permets-moi de rebondir, Emmanuela Adlé, de rebondir sur ton intervention que j'ai fortement appréciée concernant le fait qu'on ne peut pas s'intéresser à quelque chose on ne voit pas forcément. Concernant le fait qu'il n'y a pas assez de modèles féminins dans le domaine des technologies qu'on voit. Il y a des femmes qui se démarquent dans notre pays, dans le monde, dans ce domaine-là, mais il y a beaucoup qui ne sont pas vues. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on est beaucoup derrière nos écrans, mais je connais beaucoup de femmes qui sont excellentes, mais qui n'aiment pas se faire connaître, qui n'aiment pas se faire voir. Et comme tu l'as dit, c'est réellement un frein parce que quand les autres jeunes femmes ne voient pas de modèle dans ce domaine-là, elles ne savent pas de qui s'inspirer en fait pour pouvoir s'y impliquer, pour pouvoir avoir l'envie aussi d'y exceller. Et c'est ce qui me pousse à mener les actions que je mène concernant le digital féminin, tout, et le salon du digital féminin que je suis en train d'organiser, qui va permettre qui va permettre une rencontre entre des modèles féminins dans le domaine des technologies et des jeunes femmes qui éventuellement pourraient s'intéresser à ce domaine-là. Voilà pour ce point. En ce qui concerne Miss 2.0, comme je le disais tantôt dans ma présentation, c'est un concours qui vise à élire l'ambassadrice nationale du leadership féminin. Et ce concours-là promeut le leadership et en même temps le numérique d'une certaine manière parce que une grande partie de la compétition se déroule sur le numérique. Et on demande aussi aux participants d'avoir quand même des bases dans ce domaine-là. Donc, comment est-ce qu'on arrive à impacter en tant que Miss 2.0? Moi, je dirais que Miss 2.0 a été vraiment l'aubaine pour moi par rapport au projet que je réalise aujourd'hui parce que c'est après Miss 2.0 ou du moins pendant la finale de Miss 2.0 monter mon projet. Et ma victoire m'a donné une certaine visibilité. Ça m'a ouvert des portes de partenariat et j'ai pu commencer à concrétiser ce projet-là. Donc, ce projet, aujourd'hui, impacte pas mal de jeunes femmes. Donc, si mon projet impacte des jeunes femmes, alors que ce projet-là, je l'ai fait ressortir à partir du concours Mise 2.0, je peux dire que c'est le concours Mise 2.0 qui impacte en fait ces jeunes femmes-là à travers les actions que je mène, à travers les activités que je mène, même au-delà de mon mandat. Parce qu'il faut dire que c'est vrai que mon mandat est fini depuis plus d'une année, vu que c'est actuellement Emmanuela qui est la reine de l'année. Mais cela ne m'empêche pas de continuer à réaliser mon activité. Et c'est l'avantage qu'il y a avec ce concours-là. Parce que le fait d'avoir fini mon mandat ne m'a pas freiné aussi dans mon élan, dans le projet que je réalise, qui impacte pas mal de jeunes femmes. Merci beaucoup, Marie-Lucienne. Vous aviez parlé dans votre intervention de... Souvent, on se demande, est-ce qu'on va arriver à concilier la vie professionnelle, la vie de famille et tout? Est-ce que vous rencontrez de ce genre de cas, est-ce que faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à concilier la vie de famille et puis la vie professionnelle? Peut-être que vous n'êtes pas encore marié,
Mais est-ce que vous avez des cas où vous, à partir desquels vous inspirez? Ok, d'accord. Faut dire que pour répondre à la question de comment faire, c'est une question d'organisation et de volonté. Parce que si tu sais que tu veux exceller dans ton domaine, le domaine des technologies est très compétitif parce que les choses évoluent très vite. Donc, si tu ne te formes pas, si tu n'essaies pas d'évoluer en même temps que les choses évoluent, tu vas au bout de quelques mois être très en retard. Donc, tu sais que tu dois exceller dans ce domaine-là, mais tu ne dois pas négliger aussi l'aspect personnel de ta vie, qui est aussi très important pour ton équilibre. Donc, tu t'organises comme il se doit. Quand il faut travailler, tu travailles correctement, de manière disciplinée. Et quand il faut s'occuper de ta famille, de tes activités personnelles, tu le fais également de manière toujours disciplinée, avec beaucoup de volonté. Moi, je m'inspire de pas mal de jeunes dames. Mon mentor, c'est Madame Sephora Kodjo. C'est vrai qu'elle n'est pas forcément dans le domaine des techs, mais elle forme des femmes aussi dans le domaine du leadership. Et elle arrive à concilier sa vie professionnelle, sa vie familiale, bien qu'elle fait énormément de voyages. Et j'ai eu à échanger avec elle et son parcours, sa manière de faire m'inspire d'une certaine manière. Il y a d'autres modèles comme Madame Edith Brou et bien d'autres qui sont en même temps des inspirations pour moi et sur qui je peux prendre exemple pour pouvoir mieux gérer ma carrière professionnelle et en même temps ma vie qui excellent bien dans leur domaine, mais qui en même temps ont une vie de famille posée, mariée avec des enfants et tout ça. Et je pense que je peux aussi réussir à faire cela avec beaucoup d'organisation et de discipline, mais aussi de volonté. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur le programme Miss 2.0 et comment Marie-Emmanuelle arrive à impacter les jeunes filles et les femmes dans le numérique. Allô, vous m'entendez? D'accord, j'ai été déconnectée un moment. Donc, pour répondre à cette question, quand on parle de souci de représentativité, effectivement, comme le disait Marie-Lucienne, si plus de monde, si les gens ne voient pas quelque chose aujourd'hui, et depuis tout, s'imaginer. Avant, on n'imaginait pas avoir, par exemple, des femmes noires vraiment sur des couvertures de magazines, des femmes noires exceller dans des domaines comme l'engineering et plein d'autres choses. Mais plus on a vu des femmes s'inscrire à des programmes pour se former et aller vers ces filières-là. Donc, au fur et à mesure, progressivement, ça change. Aujourd'hui, la fonction de Miss 2.0 est donc celle d'ambassadrice du leadership au niveau national et voire même au-delà. Pour moi, c'est comme n'importe quel rôle important dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi, en tant que Miss 2.0, j'ai décidé d'être plus axée vers le numérique, je dois pouvoir inspirer cette passion-là aux jeunes filles qui vont me regarder. Si ma passion est plus tournée vers le social, que ce soit dans le domaine de la santé ou autre, je dois pouvoir inspirer ces personnes-là, surtout ces jeunes filles-là, à penser à des innovations pour ce domaine-là et à s'y intéresser. Donc aujourd'hui, dans notre société, on a pas mal de domaines dans beaucoup on a pas mal de modèles dans beaucoup de domaines, mais ce qui est vraiment montré et ce qui est très peu montré, ce sont ces entrepreneurs-là qui œuvrent dans ce sens. Le fait d'avoir participé à Miss 2.0, que ce soit à moi, à Marie-Lucienne ou à certaines autres participantes, a donné un peu plus de visibilité à nos causes et nous a permis d'avoir des contacts, d'avoir le réseau et d'avoir les opportunités pour pouvoir les pousser. Toute cette année, j'ai reçu plein de messages de jeunes filles qui me demandaient comment se préparer, comment faire, parce qu'elles en ont envie. Il y en a qui sont motivées par leur projet, il y en a qui sont motivées par la récompense, mais il y a de l'engouement autour du fait de pouvoir faire partie là, de cette nouvelle génération de jeunes filles en Côte d'Ivoire qui vont pouvoir faire avancer les choses et qui vont pouvoir être des modèles. Ça change d'avoir des modèles sans critique aucune, mais les modèles qu'on a sont plus tournés vers le divertissement, vers l'entertainment, que vers ces domaines-là. Donc aujourd'hui, plus que jamais, le rôle d'ambassadrice du leadership est crucial, surtout dans notre jeunesse. Bientôt, je vais passer la couronne, donc il y aura une autre star de l'année qui ne sera pas moi. Mais très honnêtement dit, mes projets commencent vraiment à se concrétiser et à bouger à partir de maintenant. Et toute l'année 2023, voire même au-delà. Donc, je suis très reconnaissante pour ça. Pour moi, ça a été une année d'apprentissage, une année
de remise en question également, parce que oui, le concours m'a permis de présenter mon projet, tout comme ça a été pour Marie-Lucienne, de plus l'approfondir. Il avait commencé dans l'ombre depuis 2017-2018 et à chaque fois, je prenais des directions, des chemins, des opportunités différentes. Et ça a été une grosse opportunité de plus de pouvoir le faire grandir. Et aujourd'hui, si j'en suis là et que je vais continuer sur cette voie et que je vais plus utiliser justement le numérique pour aller dans cette voie, pour toucher les gens par rapport aux causes que je défends, c'est vraiment aussi grâce à Miss 2.0. Donc, à partir d'aujourd'hui, même après mon mandat, ce rôle et ce souci de représentativité-là, je le prends au sérieux parce que moi-même, étant plus jeune, il y a des choses que j'aurais aimé qu'on me dise, il y a des choses que j'aurais aimé faire avant même d'avoir eu, disons, 17-18 ans, mais je n'avais pas les modèles sous les yeux pour me motiver. J'ai été ma propre motivation. J'ai eu la chance d'avoir des femmes dans mon entourage qui étaient quand même bonnes dans leur domaine et qui n'avaient pas peur. Et je pense que sans ça, si j'enlève ce côté-là, effectivement, dans ma société ivoirienne, je n'avais pas cette représentativité-là. Et aujourd'hui, je pense que ce soit Marie-Lucienne, moi, les prochaines Miss 2.0, c'est le rôle qu'on aura et c'est vraiment beau. C'est vraiment de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est vraiment un programme de leadership. Et moi, je voudrais savoir, avant le Miss 2.0, il y a plusieurs programmes de leadership de femmes dans les technologies. Mais pourquoi avoir choisi Miss 2.0? Marie-Lucienne. Allô, Emmanuela, c'est bien cela? Oui. Ok. C'est vrai il y a pas mal de, de concours ou d'activités qui parlent de leadership, mais il faut dire que Miss 2.0 est quand même un concours innovateur. Ça n'existait pas forcément en Côte d'Ivoire, ça n'existait pas du tout. Je vais aller encore plus loin, ça n'existait pas. Il n'y avait pas un concours qui permettait d'élire une jeune dame ambassadrice du leadership en Côte d'Ivoire et qui prône des valeurs assez nobles. Je pense que c'est après Mise 2.0 que certaines autres organisations ont commencé à organiser certains concours allant dans ce sens-là, un peu autour, mais jusque-là, en tout cas, aucun n'a encore pu atteindre le niveau de Mise 2.0. Moi, je pense que je n'ai pas eu forcément l'occasion, avant Mise 2.0, de postuler à un autre concours de ce type. Sinon, je n'aurais pas hésité parce que j'aime tenter. Tant que je peux, je pense que je peux avoir une opportunité quelque part, je n'hésite pas à me lancer. Mais au-delà de cela, j'avais déjà postulé à d'autres programmes de formation sur le leadership et autres, mais qui n'était pas forcément un concours tel que Mise 2.0 se présente. Alors pour ma part, je me suis dit Mise 2.0 parce que effectivement, ça change de ce qu'on a. Et pour moi, c'était une occasion. Bon, moi, je pensais avant tout à mon projet, je ne vais pas mentir. Je pensais avant tout à mon projet et je pensais à la visibilité qu'il allait avoir derrière et aux opportunités que j'allais pouvoir avoir derrière. Mais je me suis dit également que ça allait pour permettre de montrer autre chose. Parce que la première édition, il y avait déjà un certain budget, il y avait déjà une certaine direction qui était là. Et avec la deuxième édition et bientôt la troisième, ça va monter crescendo. Donc, ils vont vraiment pouvoir produire quelque chose de beaucoup plus attrayant, de beaucoup plus qualitatif. Et ça va inciter plus de jeunes à détourner le regard. Parce que la femme ivoirienne, en réalité, quand on la regarde, ce qui revient beaucoup, c'est le physique. Toujours le physique, que ce soit dans les chansons, dans la représentation. C'est le physique, le physique, le physique, le matériel. Alors que là, on te donne l'occasion de mettre tes valeurs humaines, tes atouts intellectuels et ton endurance. Parce que c'est aussi ça, c'est de l'endurance. On te permet de les mettre en lumière. Donc moi, quand j'ai vu ça, c'est vrai que tout de suite, je ne me suis pas dit je vais participer, mais plus j'y ai réfléchi, plus je me suis dit, OK, c'est la bonne opportunité pour toi. C'est l'opportunité qui te mettra pas mal à l'aise, c'est l'opportunité qui va te permettre de sortir de ta zone de confort. Et c'est un élément aussi que parfois on néglige, sortir de sa zone de confort. Et quand on ne le fait pas, on a tendance à stagner et à toujours se casser la tête en se demandant mais comment je peux faire quelque chose
une différence dans mon environnement, comment je peux faire une différence pour ma vie, comment je peux faire mieux pour moi-même. Et on tourne en rond, alors qu'il suffit de saisir cette petite opportunité-là qui après peut nous ouvrir de grandes portes. Donc voilà, c'est vraiment à ça que j'ai pensé. Merci beaucoup, Marie-Emmanuelle. Vous êtes jeune, je peux dire que vous êtes des rôles modèles dans le domaine des technologies. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus sceptiques. La majorité des jeunes, bien sûr, ils hésitent, ils vont se dire que je suis trop jeune pour faire telle chose, je suis trop jeune pour avoir un certain impact. Mais voir votre background, voir votre vision et quel conseil pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces jeunes qui pensent qu'ils sont trop jeunes pour faire de grandes choses? Alors, par rapport à ça, j'aime beaucoup prendre l'exemple de la société américaine, bien qu'elle ne soit pas parfaite, bien qu'il y ait énormément de problèmes là-bas. Il y a une chose dont chaque Américain sur cette terre est convaincu, c'est le pouvoir de décision et la liberté de décision que cette personne-là a, non seulement pour s'exprimer, mais sur sa propre vie. Donc, on peut être issu de milieux défavorisés, de milieux un peu plus favorisés ou pas. C'est des gens qui ont le sens de ce qu'on appelle le grinding. Donc, de si aujourd'hui je n'ai pas, comment faire pour avoir demain? Et très jeune, aujourd'hui, même dans le paysage audiovisuel là-bas, même dans d'autres pays, si très jeune, on a des modèles de réussite. On a des modèles de réussite qui étaient soit sous les feux des projecteurs depuis l'âge de 5-6 ans, soit des gens qui, au-delà même de ces domaines artistiques-là, ont commencé à faire fortune très tôt parce qu'ils se sont donné les moyens, même quand ils n'avaient rien, de pouvoir créer ces opportunités-là. Aujourd'hui, on pense souvent qu'il faut qu'on ait forcément de l'argent en main pour pouvoir commencer quelque chose, mais ce n'est pas faux. Il y en a qui créent des entreprises florissantes avec un capital de départ zéro, juste parce qu'ils ont su utiliser les autres ressources qu'ils avaient. Tu as ces personnes-là aussi qui ont commencé avec un 20 000, un 30 000, un 100 000 et j'en passe. Mais si le mindset n'y est pas, c'est pas possible de construire quelque chose à partir de ça. Même si on te donne des millions et que ton mindset n'y est pas, ça ne se ressortira pas de la même manière. Donc l'âge, en fait, en réalité, n'a rien à voir. Je dirais que ce qui joue vraiment, c'est le mindset, c'est l'information, c'est l'éducation et c'est aussi l'environnement. Donc quand je parle d'environnement, ça peut être l'entourage, ça peut être les conditions dans lesquelles nous-mêmes nous nous mettons face à nos ambitions, face à nos projets. L'idéal, ce serait d'avoir un environnement sain et d'avoir un mindset qui est tourné vers le progrès sans se mettre de barrières. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Parfois, ce n'est pas évident. Même souvent en Côte d'Ivoire, en Afrique de manière générale, on a tendance à tout de suite voir les barrières avant de voir les opportunités, avant de voir les percées. Et j'en sais quelque chose parce que quand moi-même, je commençais à entreprendre à l'époque, je me suis dit, ah, mais il y a telle chose qui fait que je vais peut-être pas pouvoir réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Et ce qui m'a sauvée, c'est justement le fait de ne pas m'asseoir là et de ruminer à chaque fois ce qui n'était pas, ce que je ne pouvais pas percevoir tout de suite, ni toucher tout de suite de mes mains. Mais je suis sortie, je suis allée chercher mes opportunités. Et ça paraît facile à dire comme ça, mais pour la personne qui le vit, c'est pas forcément évident. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire, allez, crée ta chance, crée ton opportunité. Non, mais donne-toi les moyens, déjà dans ta tête, de te libérer de tes chaînes qui t'empêchent d'aller chercher ces opportunités. Et ensuite, il faut s'éduquer, il faut se former et il faut se mettre hors de sa zone de confort, vraiment. Donc, voilà. Merci beaucoup. Marie-Lucienne voudrait ajouter quelque chose. Très bien prononcé.
Marie-Lucienne, est-ce que tu nous suis? Je ne sais pas, peut-être que les problèmes de connexion. Peut-être qu'il y a un souci de réseau. D'accord. On va terminer la session. Merci. Ah, je crois qu'il y a un problème. Elle dit qu'on ne l'entend pas. Ok. Oh. Excuse. Alors, Okay. ça va, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, je vais actualiser. Je pense qu'il y avait un problème de réseau. Donc, je disais que Marie et Manuela s'est très bien prononcée sur la question. Et me concernant, moi, j'ai toujours été dans la logique de si je peux le penser, je peux le réaliser. Et cela, qu'importe mon âge. Je suis aujourd'hui et je me souviens que des projets que j'avais à cœur, je n'ai pas regardé mon âge, je n'ai pas regardé mes moyens financiers, les conditions de ma famille pour mettre un frein à ces projets-là. Je me suis dit, ce projet est venu en mon cœur, je vais y travailler, je ne regarde pas les obstacles. Les moyens viendront d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, mais je sais que par la grâce de Dieu, ça viendra. Et c'est toujours dans cette optique-là que je réalise mes activités. Quand j'ai décidé de lancer le digital féminin toute l'année dernière à 22 ans, quelqu'un m'a dit, mais tu es ambitieuse de vouloir faire le tour de la Côte d'Ivoire pour former des jeunes femmes au métier du numérique. Avec quel argent et tout? Mais cela ne m'a pas limité. Je pense que quand on y met de la volonté, Dieu dispose les moyens pour qu'on puisse le faire. Et cela, ce n'est pas une question d'âge. Donc, c'est une question de vision. Avoir une vision, savoir ce qu'on veut faire et puis faire ce qu'on a à faire, ce qu'on veut faire avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a, que ce soit des moyens intellectuels, que ce soit des moyens financiers ou matériels. On fait avec le peu qu'on a sans forcément attendre grand-chose des autres. Et puis après, je pense que quand les résultats vont commencer à se faire voir, les autres viendront d'eux-mêmes pour vous apporter leur appui. Parce qu'aujourd'hui, très peu d'organisations acceptent de financer des jeunes qui ne font pas le premier pas, qui ne commencent pas à réaliser quelque chose. Donc voilà ce que je voulais dire sur la question. Merci beaucoup, Marie-Lucienne. On retient qu'en tant que jeune, on doit avoir un mindset de développement et ne pas se fixer de limites. Merci beaucoup à ces personnes qui nous ont rejoints au cours de notre atelier. On vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTL Connect. Merci beaucoup. Merci à vous.